Le système immunitaire à l'intérieur du corps humain, il est basé principalement sur ce qu'on appelle la réaction immunitaire. La réaction immunitaire, elle est basée, ou bien elle doit assurer la protection et la défense du corps humain, tout simplement en basant sur la reconnaissance du soi, du non-soi. C'est-à-dire, tout simplement, elle va garder le soi parce que ça fait partie du corps et en même temps, elle va attaquer le non-soi. La règle, elle est simple. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Et en même temps, à la surface de toutes les cellules du corps, il y en a principalement des molécules protéines différentes présentées à la surface cellulaire dont l'organisme va les programmer, c'est-à-dire leur présentation, et on parle alors des auto-antigènes. Auto, c'est-à-dire ça fait partie du corps et ce sont principalement des antigènes présentés à la surface des cellules, ou bien ce qu'on appelle tout simplement des marqueurs du soi. Alors, ces marqueurs du soi ne sont pas étrangers ou bien considérés comme antigéniques pour l'organisme. D'ailleurs, l'organisme, ça va pas, ou bien il ne va pas attaquer principalement ces cellules qui présentent ces marqueurs du soi. Parmi ces protéines du surface, il y en a un groupe spécifique des glycoprotéines qui marque que cette cellule fait partie du soi. C'est-à-dire qu'une fois cette cellule peut présenter ce groupe spécifique des glycoprotéines, c'est bon, elle est indemne de lésion, elle ne va pas être attaquée principalement par le système immunitaire parce que c'est marqué que cette cellule fait partie du soi. Elle n'est pas antigénique, elle n'est pas étrangère. Ce groupe spécifique de glycoprotéines est appelé principalement les protéines de CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité, ou bien ce qu'on appelle tout simplement du HLA chez l'être humain, Human Leukocyte Antigen. Pourquoi principalement c'est très important de garder ces marqueurs du soi à la surface de chaque cellule à l'intérieur de l'organisme? Il faut savoir qu'à la différence des lymphocytes B qui reconnaissent les protéines solubles par l'intermédiaire de leurs récepteurs immunoglobulines, les lymphocytes T ne reconnaissent que des courts peptides antigéniques présentés par les molécules spécialisées à la surface cellulaire, qui sont principalement les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité, du CMH. Ou bien chez l'homme, on parle du HLA. Pourquoi on a parlé du majeur? On dit majeur parce que l'incompatibilité dans le système HLA entre un donneur et un receveur, ça va être responsable principalement d'un rejet rapide, vraiment rapide, par une forte réponse immunitaire spécifique à une base cellulaire par les LT alloréactifs et en même temps à une base humorale par les allo-anticorps de lymphocyte B. Donc c'est vraiment majeur. Il est vraiment très sensible pour aider l'organisme à bien trancher entre le soi et le non-soi. Bien sûr, l'étude du CMH a un grand intérêt de raison du rôle central de ce complexe majeur d'histocompatibilité dans la régulation des réponses immunitaires. La présence de l'antigène d'histocompatibilité sur la membrane de la cellule présentatrice de l'antigène, il est nécessaire pour que les lymphocytes T reconnaissent l'antigène. Et ceci, il n'est possible que si, dans la mesure, la cellule présente l'antigène à sa surface et ça se fait grâce principalement aux molécules du HLA. La présentation, ça se fait pour les lymphocytes T, principalement. Donc, c'est ça principalement le rôle. À travers le CMH présenté à la surface des cellules du corps, on arrive tout simplement à trancher entre le soi et le non-soi parce qu'à l'étape pathologique, tout simplement, la reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes T peut se faire dans la mesure où la cellule TLT reconnaît le peptide ou bien la molécule antigénique présentée principalement sur le HLA qui le contient. C'est très important. D'ailleurs, on remarque facilement une association entre le groupage
HLA et certaines maladies auto-immunes. Parce que le déficit, que ce soit génétique ou bien d'une façon acquise dans les molécules du HLA, ça va perturber tout simplement la réaction immunitaire parce que la base de tranchée entre ce qui fait partie du corps, les marqueurs du soi, ce qui est antigénique, ce qui est étranger, ça va être défaillante et du coup, ça va donner la possibilité d'installation des maladies auto-immunes. Par exemple, comme le HLA B27 qui est relié avec la spondylarthrite ankylosante, SPA, ou bien du HLA par exemple B59 ou bien tout court le B5 associé avec la maladie du BSET. Donc c'est vraiment très important de garder ça, de parler du HLA et l'association avec les maladies auto-immunes. Pour bien comprendre le HLA et la façon avec laquelle il vient de présenter les molécules étrangères ou bien considérées comme antigéniques comme lymphocytes T, il faut d'abord comprendre la présentation générale des molécules de CMH. La première des choses, il faut savoir très bien que le CMH est codé génétiquement. C'est très important. Les gènes vont se changer d'une personne à l'autre avec un grand polymorphisme. D'ailleurs, il est peu probable que deux individus, sauf bien sûr les vrais jumeaux, que possèdent des protéines du CMH identiques. Le CMH, il est localisé sur le bras court du chromosome numéro 6. C'est très important. Il est divisé en deux régions de gènes codant pour des produits qui diffèrent par leur localisation, par leur structure et par leur fonction. Il y en a une région qui va coder pour la classe numéro 1 de CMH, on parle de CMH1 qui est télomérique. Et il y en a une autre région qui vient de coder pour la classe numéro 2, CMH2, qui est centromérique. Alors, pour la région du classe numéro 1 télomérique, il y en a 3 sous-régions principales. Il y en a le HLA A, B et C, qui vient de coder pour une chaîne. C'est des glycoprotéines, donc ça va coder pour la chaîne alpha. Ça, c'était pour la classe numéro 1, la classe principale, la classe classique. Sinon, on notera qu'il y en a des sous-régions qui sont non classiques. On parle du HLA1B, parce que la première classe classique, c'est le HLA1A. Donc, pour les régions non classiques, le HLA1B, c'est surtout le E, le F et le G, HLA-E, F, G, qui ont un rôle principal dans la tolérance et la réponse cellulaire à travers les NK, les cellules NK, cytotoxiques. La deuxième classe, la classe du HLA numéro 2 qui est centromérique, on parle du HLA-D avec principalement 3 sous-régions. Il y en a le HLA-DP, il y en a le HLA-DQ, il y en a le HLA-DR. Juste, on notera que il y en a une différence entre les personnes. Il n'y en a pas principalement, c'est vraiment avec un peu de pourcentage que 2 personnes présentent le même CMH, mais juste on notera que pour le HLA-DR, le gène qui code pour le HLA-DR, c'est le seul gène qui est monomorphe en premier et qui va coder pour une chaîne alpha qui est identique chez tous les individus. Sinon, en réalité, il y en a quand même une troisième région du CMH qui est impliqué dans la réponse immunitaire, surtout avec le complément C2, C4 et le facteur B, avec TNF-alpha, avec le 21 hydroxylase, mais c'est pas vraiment, ça va pas participer avec un rôle dans le CMH qui va nous aider à différencier entre le soi et le non-soi, c'est-à-dire pour les marqueurs du soi. Donc c'est vraiment à part, c'est dans la réponse immunitaire. Avant de voir exactement le complexe d'histocompatibilité de type 1 et de type 2, exactement en détail, il y en a quand même des caractéristiques principales en commun présentées principalement par les molécules HLA ou bien les molécules CMH. Il y en a 3 caractéristiques fondamentales. En premier, la transmission. En deuxième, c'est la codominance. En troisième, c'est le polymorphisme. C'est très important.
Il faut savoir que la transmission du HLA ou bien de CMH, ça se fait en haplotype. Pourquoi? C'est-à-dire quoi haplotype? Haplotype, c'est-à-dire en groupe. Parce qu'il y en a des groupes d'allèles de différents loci situés sur un même chromosome qui vont être transmises d'une façon ensemble. Donc, c'est haplotype, c'est en groupe. Et là, ça se fait parce que les régions codantes sur les chromosomes pour les régions au niveau de CMH sont caractérisées par la présence des liaisons qui sont vraiment étroites sur le même chromosome. C'est-à-dire que l'héritage, ça se fait en bloc, en haplo, en groupe, de type paternel et bien sûr de type maternel. D'ailleurs, 2 enfants ont principalement 25% de chances d'avoir un HLA identique, 50% de chances d'avoir un HLA semi-identique et 25% de chances d'avoir des HLA qui sont vraiment différents. Donc la transmission, la première des choses, la transmission en haplo, en groupe, en bloc. C'est très important parce que la liaison, elle est vraiment étroite sur le même chromosome concernant les différentes localisations. La deuxième caractéristique, c'est la codominance. C'est-à-dire quoi? Cela signifie que les molécules codées pour chaque haplotype sont co-exprimées en même temps à la surface cellulaire. D'ailleurs, la plupart des individus sont donc des hétérozygotes. C'est très important pour chaque locus. Sauf lorsque, bien sûr, les parents expriment par le hasard les mêmes allèles. Ça, c'est-à-dire que la transmission, c'est le même allèle, donc il n'y en a pas principalement de différence. Sinon, dans la majorité des cas, c'est des allèles différents du côté paternel, du côté maternel. Et là, la transmission, ça se fait en haplo, en groupe, et même la représentation sur la surface membranaire, elle est codominante, co-exprimée. C'est en même temps. Donc, les patients sont généralement, ou bien les personnes sont hétérozygotes. Et de ce fait, l'individu hétérozygote exprime environ 12 à 14 molécules du HLA. Parce qu'il y en a le HLA A, B et C, avec le DR, le DQ et les DP. Donc, il y en a 2A, 2B, 2C, 2A4 de DR, 2Q et 2P. Donc, ça se fait 12 à 14 à peu près molécules de HLA à la surface de la cellule. La troisième caractéristique, c'est le polymorphisme. C'est vraiment le polymorphisme, il est essentiellement localisé dans le domaine extracellulaire. Parce que pourquoi? Les molécules de HLA, il y en a une partie extracellulaire, une partie transmembranaire et une partie intracellulaire. Donc, ça va traverser complètement la membrane lipidique ou bien la bicouche lipidique de la membrane plasmique d'une façon qu'une partie reste à l'extérieur, une partie reste à l'intérieur. Là, le polymorphisme, ça va toucher surtout essentiellement le domaine extracellulaire. Les gènes vraiment sont polymorphes. C'est un très grand nombre de loci avec le nombre élevé des formes alléliques à chaque locus. De plus, pour les HLA numéro 2, il y en a vraiment une diversité d'associations des chaînes alpha et bêta. Et avec tout ça, s'ajoutent même les mutations ponctuelles, les conversions génétiques et même les duplications, surtout en termes du HLA2. Donc, c'est vraiment un très grand polymorphisme. Juste, on notera qu'il y en a par la forte liaison, la liaison étroite entre les régions sur le même chromosome, parce que la transmission, elle est en groupe, en haplo. En même temps, les allèles d'un locus sont caractérisés par un certain déséquilibre de liaison parce qu'ils vont être associés préférentiellement avec des allèles d'un autre locus qui sont plus fréquentes par rapport à d'autres allèles. C'est dû au hasard. Et donc, ce déséquilibre de liaison, cette liaison étroite, elle va quand même réduire le polymorphisme. Et c'est vraiment variable selon les ethnies. Mais quand même, malgré tout ça, ça reste un certain polymorphisme de très grand nombre. Donc, c'est ça au total pour les caractéristiques principales concernant le HLA. En premier, c'est la transmission en haplo, en bloc, en groupe, parce qu'il y en a une forte liaison. La deuxième des choses, c'est la codominance, c'est-à-dire
ça va être exprimé, co-exprimé à la surface cellulaire en même temps. Les individus sont hétérozygotes. Et le polymorphisme. Donc, pour le complexe d'histocompatibilité de type 1, c'est très important de connaître les caractéristiques. Alors, le complexe d'histocompatibilité de type 1, en premier, les molécules sont exprimées à la surface de l'ensemble des cellules nucléées de l'organisme. Toutes les cellules à l'intérieur de l'organisme qui présentent un noyau vont exprimer à leur surface, comme des marqueurs du soi, les molécules du complexe d'histocompatibilité type 1. C'est la règle. Toutes les cellules qui présentent un noyau, les cellules nucléées, vont présenter à leur surface, comme des marqueurs du soi, le CMH1. C'est très important. Toujours, on a déjà parlé que les molécules de ce complexe sont des glycoprotéines globulaires. Donc, c'est la même chose, c'est le cas pour le complexe numéro 1. Ce sont des glycoprotéines globulaires appartenant d'ailleurs à la superfamille des immunoglobulines qui sont produites dans le réticulum endoplasmique. Sont constituées en plusieurs domaines, c'est vraiment plusieurs domaines, avec 2 chaînes de poids moléculaires différentes associées par des liaisons qui sont non covalentes. Pour les 2 chaînes, il y en a une chaîne qui est légère, c'est-à-dire de faible poids moléculaire, elle est légère. C'est une chaîne externe, monomorphique, elle est non glycosylée. C'est la bêta-2 microglobuline. C'est très important, la bêta-2 microglobuline. Elle est codée d'ailleurs par le chromosome numéro 15 et sécrétée par les plasmocytes. Alors, il y en a cette chaîne légère, elle est associée avec une autre chaîne lourde, c'est-à-dire du gros poids moléculaire. On parle de la chaîne alpha. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une chaîne externe qui est monomorphique. Non, c'est une chaîne transmembranaire polymorphique. Et elle est glucosée cette fois-ci. Et on parle alors de la chaîne alpha avec 3 domaines. Le alpha 1, le alpha 2, alpha 3. Donc, c'est ça au total. Donc, pour le CM1, le complexe CMH1, il y en a 2 chaînes, la chaîne bêta et la chaîne alpha. La chaîne bêta, c'est la chaîne monomorphique, légère, externe, non glycolysée, codée par le chromosome 15 et sécrétée par les plasmocytes. La chaîne alpha du groupe moléculaire, non, elle est transmembranaire, polymorphique, glycolysée avec 3 domaines, alpha 1, 2 et 3. Alors, ces 3 domaines, c'est-à-dire le alpha 1, 2 et 3, portent la spécificité antigénique. C'est ça le support de la spécificité allotypique. Donc, ces 3 domaines vont être responsables du marquage du soi. C'est ça, la spécificité antigénique. Alors, la structure tridimensionnelle de cette molécule de CMH1 a mis en évidence que les domaines alpha 1 et alpha 2 forment entre eux une cavité. C'est-à-dire, c'est ça où on va présenter principalement les peptides antigéniques retenus par des résidus d'ancrage et présentés principalement pour les leucocytes T CD8. C'est pour les LT8, c'est ça principalement. Donc, c'est entre alpha 1 et alpha 2. C'est pour ça qu'on a parlé que déjà la chaîne lourde qui porte la spécificité antigénique. Parce que c'est ça qui va présenter, elle va former entre alpha 1 et alpha 2 une petite cavité qui peut porter des peptides antigéniques de 8 à 10 acides aminés à peu près. C'est tout un petit fragment principalement de l'agent antigénique pour être présenté principalement au LT8. Même on marque que le TCR des cellules LT reconnaît le peptide niché dans la cavité alpha 1 et alpha 2, mais le CD8 reconnaît le domaine alpha 3. Donc c'est ça, c'est la chaîne alpha responsable principalement de la spécificité antigénique. Le domaine numéro 3, c'est ça qui va présenter ou bien va être reconnu par les CD8. Les CD8 et les TCR, ce sont les marqueurs représentés sur la surface des LT. Le CD8 en fait va reconnaître le domaine alpha 3, alors que le TCR, c'est le récepteur de la cellule TCR, qui va reconnaître le peptide niché dans la cavité
alpha 1 et alpha 2. Donc c'est ça la règle. Les molécules du classe numéro 1 présentent l'antigène aux lymphocytes de type cytotoxique CD8 positif. Le 1, c'est avec le 8. Le CMH1 avec LT8, 1 avec 8. Bien sûr, comme toutes les réactions à l'intérieur de l'organisme, il y en a une certaine régulation de l'expression des molécules de classe numéro 1. D'ailleurs, on parle d'une régulation en termes de CMH1, on parle d'une régulation dite constitutive. Pourquoi ? C'est constitutif, c'est dans la formation de l'être humain. Elle est présente d'ailleurs dans presque toutes les cellules nucléées, et bien sûr, donc, sauf les érythrocytes, les globules rouges, parce que ce sont des cellules jetables anucléées, les cellules du système nerveux central, l'épithélium acinaire du pancréas, les glandes salivaires, le trophoblaste, même les cellules embryonnaires vraiment au début de développement, et certaines cellules tumorales. Là, il n'y en a pas une expression de CMH1. Mais d'une façon totale, c'est presque dans toutes les cellules nucléées à l'intérieur de l'organisme. On parle d'une régulation constitutive. Parce que les gènes du molécule de classe 1 sont en permanence transcrits. Et le nombre des molécules exprimées sur la membrane est principalement en fonction du type de la cellule et l'état de différenciation de la cellule. D'ailleurs, il y en a quelques facteurs qui peuvent influencer sur l'expression des molécules de la classe numéro 1. Par exemple, les interférents alpha, bêta, gamma, les protéines virales ou bien des protéines tumorales peuvent moduler l'expression du gène du classe 1. Soit on va augmenter, soit on va inhiber l'expression. L'interféron, par exemple, type 1 augmente l'expression de CMH1 pour présenter de plus pour les cellules LT8 et donc augmenter un petit peu et sensibiliser la lutte antivirale. Donc c'est ça le principe avec l'interféron type 1. C'est de faire augmenter l'expression et donc ce qui va augmenter en parallèle l'expression vers les cellules LT, donc ce qui va sensibiliser de plus la lutte antivirale. D'ailleurs, pour bien comprendre le mécanisme de présentation de l'antigène par les molécules de classe numéro 1, il faut savoir que ces molécules présentent aux lymphocytes T CD8 positifs qui sont cytotoxiques des peptides antigéniques dérivés d'ailleurs des protéines endogènes. C'est très important le point là. D'ailleurs, c'est ça ce qui fait la différence avec la classe numéro 2. La classe numéro 2, elle est exogène. Alors que la classe numéro 1, elle va présenter des peptides antigéniques qui sont des dérivés des protéines endogènes. C'est-à-dire quoi? Donc déjà, dérivés endogènes, donc ça va être synthétisé par la cellule elle-même. Parce que les protéines présentées en fait par la classe numéro 1, ce sont soit des protéines du soi, c'est-à-dire c'est à l'état normal, qui est caractérisé par un renouvellement des cellules tout à fait normal, ou bien soit des protéines tumorales, ou bien des protéines provenant des virus, ou bien des bactéries à développement intracellulaire. C'est pour ça que c'est endogène, parce que ce sont des trucs qui se trouvent à l'intérieur de la cellule. La tumeur va se développer à l'intérieur de la cellule. Les virus, c'est déjà des profiteurs. Ils vont principalement profiter de la cellule pour réaliser la réplication de l'ADN ou bien de l'ARN viral. Et c'est la même chose même pour les bactéries à développement intracellulaire. Donc la cellule, à l'état pathologique, elle va présenter ces fragments antigéniques, mais d'une façon endogène qui se développe à l'intérieur de la cellule, synthétisée par la cellule elle-même. Et l'expression ubiquitaire des molécules de classe 1 permet que, quel que soit le type cellulaire ou bien l'organe considéré, les complexes type 1 avec peptides antigéniques, c'est-à-dire ce complexe-là, HLA classe 1, peptides antigéniques, puissent être reconnus par les LT cytotoxiques, c'est-à-dire les LT CD8 positifs. Et en même temps, ces cellules CD8 positives pourront ainsi exercer un contrôle permanent sur le contenu protéique intracellulaire.
Et à tout moment, ils vont lyser les cellules cibles qui expriment à leur surface des peptides anormaux, que ce soit en quantité, comme les peptides tumoraux par exemple, ou bien en qualité, comme les peptides viraux. Elle peut distinguer facilement entre le soi et le non-soi. Donc, pour bien approfondir les choses, on va parler sur les étapes de la présentation. Alors, l'antigène, qui est de structure protéique, il est dégradé en peptides, à peu près peptides de 9 acides aminés. Bien sûr, par le système enzymatique protéolytique appelé le protéasome. Alors, ces peptides dégradés sont transportés dans la lumière de réticulum endoplasmique par des transporteurs. Et bien sûr, à l'intérieur, ils se fixent au dimère alpha, bêta 2 microglobulines, qui quand même synthétiser la même chose in situ. Le complexe par la suite peut suivre la voie d'exportation à la surface à travers l'appareil de Golgi. Au niveau de l'appareil de Golgi se réalise la glycosylation. Après ça, directement, il va être transporté ensuite à la membrane cellulaire où il sera exposé aux lymphocytes T. Donc c'est ça le principe. Peptides, l'antigène dégradé, on va prendre des petits fragments des peptides de 9 acides aminés à peu près. Ils vont être transportés vers la lumière du réticulum endoplasmique, directement se fixer vers le dimère alpha-bêta-2 microglobuline qui est synthétisé in situ. Après ça, ce complexe va être glycolysé vers, ou bien dans l'appareil de Golgi pour être transporté à la membrane cellulaire où il va être exposé aux lymphocytes T. Un peptide exogène peut être présenté par la voie des CMH1 et on parle d'une présentation croisée ou bien du cross-présentation. Ça concerne surtout les cellules dendritiques. Mais la majorité des cas, c'est des protéines endogènes. C'est à l'intérieur de la cellule. Alors, pour le complexe d'histocompatibilité de type 2, CMH2, là, les molécules de CMH2 vont être ou bien sont caractérisées par une expression qui est restreinte à certaines cellules de l'organisme. Ce n'est pas pour tout le monde, le CMH2. C'est pour les cellules présentatrices de l'antigène, les CPA, surtout les cellules dites professionnelles, les lymphocytes B, les cellules dendritiques, quelle que soit la localisation, mais surtout de Langerhans, ou même surtout les cellules dendritiques interdigitées du ganglion. Sinon, même le système monocyte macrophage, comme par exemple les cellules du Cap-Vert, peuvent jouer le rôle des cellules présentatrices de l'antigène. Donc, c'est juste les CPA qui présentent CMH2, qui va être directement, ou bien il va directement présenter l'antigène pour les lymphocytes T CD4 positifs cette fois-ci. Ce n'est pas les CD8, c'est pour les CD4. Permettant, c'est-à-dire le passage à l'immunité adaptative. Sinon, les cellules épithéliales, thymiques principalement, peuvent présenter le CMH2 afin de former les lymphocytes T à la reconnaissance du non-soi, c'est-à-dire c'est pour la maturation thymique des leucocytes T. On marque que par l'activation de l'interféron gamma, les cellules endothéliales vasculaires avec les lymphocytes T actifs, même les kératinocytes, peuvent présenter les molécules du CMH2. La structure du CMH2, c'est une structure endomène. Ça fait partie de la superfamille des anticorps. C'est l'association d'une chaîne alpha de 35 kilodaltons de poids moléculaire et une chaîne bêta de 26 à 29 kilodaltons de poids moléculaire. Les deux chaînes, que ce soit alpha ou bêta, sont polymorphes et sont associées d'une façon non covalente. Les domaines alpha 1 et bêta 1 vont former la cavité du peptide ou bien la cavité qui va présenter le peptide immunogène pour les lymphocytes CD4 positifs. Cette fois-ci, ce n'est pas
pour 9, c'est-à-dire de 8 à 10 acides aminés comme le CMH1, ça peut tolérer des molécules ou bien des peptides d'une taille de 13 à 25 acides aminés à peu près. On rappelle que le très grand nombre de l'allèle à différents locus, le polymorphisme, il est encore accru par la possibilité de formation des molécules qui sont dites hybrides, résultant de l'association d'une chaîne alpha codée par un haplotype et d'une chaîne bêta codée carrément par l'autre haplotype. C'est vraiment un très grand polymorphisme. Bien sûr, la même chose pour le CMH1, l'expression des molécules de CMH2 vont être régulées. C'est très important. La base, c'est que toute situation nécessitant la présentation de l'antigène pour les lymphocytes T va stimuler le complexe ou bien l'expression de CMH type 2. Sinon, ça peut être même stimulé par certains facteurs pour l'interféron gamma, les interleukines 4, les interleukines 13, TNF-alpha, TNF-bêta, et même l'expression, elle est diminuée par la prostaglandine numéro 2. Et donc, puisque c'est des CPA, donc ces molécules de HLA2 présentent pour les lymphocytes T CD4 positifs. Donc, c'est le 1 avec le 8, 8 fois 1 c'est 8, et les CMH2 c'est pour les 4, 4 fois 2 c'est 8. Donc, le résultat c'est toujours en multipliant les nombres, c'est toujours 8. CMH1 avec les LT8, CMH2 avec les LT4. Elle va présenter des peptides antigéniques, mais cette fois-ci, ce sont des peptides provenant de protéines exogènes essentiellement. Donc, c'est l'inverse par rapport au CMH1, telles que les protéines de bactéries à développement extracellulaire, soit des protéines membranaires ou sécrétées d'une façon extracellulaire ou bien du soi. Donc, tout dépend. L'essentiel, c'est de l'exogène, c'est de l'extérieur. Pour la présentation, alors l'antigène, de structure toujours protéique, il sera neutralisé par endocytose parce qu'il se trouve à l'extérieur. Donc, on va le neutraliser par exocytose ou bien endocytose et ensuite, il va être dégradé en peptides par des protéases, mais cette fois-ci du compartiment endolysosomal acide. C'est pas comme principalement la présence du complexe protéolytique à l'intérieur de la cellule pour le CMH1. Alors, la molécule du classe numéro 2, qui sera formée dans le réticulum endoplasmique, elle va migrer à travers l'appareil de Golgi, toujours glycosylé, et diriger directement vers le compartiment endosomal pour être associée avec les peptides antigéniques qui sont formés dans l'endosome, le compartiment endolysosomal. C'est-à-dire ce sont des peptides de 13 à 25 acides aminés. Et les complexes de la chaîne alpha et bêta peptides, c'est ça le complexe alpha ou bien bêta, alpha et bêta, avec le peptide, migrent directement à la surface cellulaire pour présenter ce complexe au récepteur des lymphocytes T CD4 positifs. Sinon, pour cette fonction même de présentation de l'antigène par les molécules de la classe numéro 2, ça peut même participer à la sélection thymique pour le répertoire T, pour la sélection positive et même la sélection négative. Sinon, ça peut même réguler les fonctions de la cytotoxicité des cellules NK, parce que les CMH1 régulent la cytotoxicité des NK, mais ces dernières possèdent à leur surface des récepteurs d'activation ainsi que des récepteurs d'inhibition de la cytotoxicité. Étant donné que de nombreuses cellules tumorales ou bien infectées par des virus ont une expression de molécules CMH1 diminuée, le signal d'activation de la cytotoxicité NK prédomine, ce qui conduit à la destruction des cellules anormales. Sinon, que ce soit pour le HLA1 ou bien le HLA2, vu que c'est les principaux, c'est l'essentiel pour les molécules ou bien les marqueurs du soi. Donc, ça va être, ou bien ça va
présenter un rôle très important dans l'apparition des différentes maladies, surtout les maladies auto-immunes. Il y en a une grande association et en plus de ça, ça va participer dans le phénomène de la transplantation et dans le phénomène de l'allogreffe. C'est très important. Donc, c'est au total ça par rapport au CMH1. Le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est localisé sur le bras court du chromosome 6. Il est divisé en 2 régions des gènes codant pour des produits qui diffèrent par leur localisation, leur structure et leur fonction. La région de classe numéro 1, avec 3 sous-régions principales, le HLA A, B et C, ce qui est classique. La région numéro 2, la classe numéro 2, produisant les molécules de classe 2 avec 3 sous-régions, la même chose. Le HLA DP, DQ et DR. Que ce soit pour le 1 ou bien pour le 2, il y en a 3 caractéristiques principales. La transmission en haplotype, en bloc, en groupe, le polymorphisme et l'expression d'une façon codominante, c'est-à-dire l'hétérozygote. La structure du HLA1, c'est une glycoprotéine composée par plusieurs domaines. C'est une chaîne légère, non polymorphique, c'est la bêta-2-microglobuline sécrétée par les plasmocytes, avec une chaîne lourde alpha polymorphique, alpha 1, 2 et 3. Les 3 domaines alpha 1, 2, 3 sont responsables en fait de la spécificité antigénique. La production se fait par le réticulum endoplasmique des cellules. Les molécules de CMH1 sont constitutives en termes de l'expression. Ça va être trouvé dans presque toutes les cellules nucléaires à l'intérieur de l'organisme parce qu'elles sont en permanence transcrites. Et ces molécules du classe A reconnaissent les lymphocytes de type cytotoxique CD8 positif. Pour le complexe numéro 2, c'est une expression restreinte à certaines cellules de l'organisme, surtout des cellules présentatrices de l'antigène, et ça va présenter principalement ces molécules pour les lymphocytes T CD4 positifs. C'est le cas pour les lymphocytes B, les cellules dendritiques, les monocytes et les macrophages. Et la structure, cette fois-ci, il y en a 2 chaînes, une chaîne lourde alpha avec 2 domaines, alpha A et 2, et une chaîne légère bêta, toujours bêta 1 et bêta 2. La présentation, elle est transmembranaire, que ce soit pour le CMH1 ou bien 2, c'est-à-dire il y en a un domaine extracellulaire, un domaine intracellulaire cytoplasmique et un domaine transmembranaire.